Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Khalifa Sall, le maire de Dakar, il est l'invité de Mamadou Ibra Kane. Beaucoup de questions, la crise au PS et ses suites judiciaires, le procès de Barthélémy Diaz, la date des élections législatives, sa liste, ses alliances, sa relation avec le président Macky Sall, Abdoulaye Wade, la présidentielle 2019, la ville de Dakar et plusieurs autres sujets. Khalifa Sall, le maire de Dakar, face à Mamadou Ibra Kane, le grand jury, dimanche 11h10. Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le grand jury avec le maire de Dakar, Khalifa Sall. Bonjour. Bonjour Mamoudou, c'est Khalifa Ababakar Sall. Tout à fait. Tiens toujours à cause de mon homonyme. Tout à fait. Et vous êtes le maire de Dakar, membre de la direction du Parti Socialiste. Bienvenue donc dans cette émission, le grand jury. Nous sommes très heureux donc d'être au rendez-vous. J'ai envie de m'écrier pour commencer. Réveillez-vous, même groggy par l'élimination des Lions de la CAN. La vie continue et la prochaine sera la bonne. Élimination des Lions, monsieur le maire. Merci beaucoup Mamoudou. Je voudrais d'abord me réjouir de me retrouver avec vous. Cela fait si longtemps. Absolument. Vous dire que c'est un plaisir et que je voudrais en tout cas en profiter pour d'abord présenter mes vœux aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Souhaiter que la prochaine CAN soit la nôtre, mais que nous vivions dans un pays de sérénité, de cohésion, de plus de sérénité, de joie, de bonheur et de santé. À toutes et à tous. Vous félicitez. Vous nous avez offert un bel ouvrage. C'est une belle chronique. Je crois que vous nous avez réconciliés d'avec les combats que nous avons tous menés il y a quelques années. Et ce livre est une très belle production. Je voudrais vous féliciter pour cela et vous encourager et dire que vous ouvrez la voie. Vous êtes comme un défricheur et que vos collègues devraient aussi s'y mettre sur des questions qui interpellent et qui intéressent. Merci. Aujourd'hui, on va parler de vous. J'arrive. Vous êtes le maire de Dakar, oui. Mais on vous prête une ambition nationale, voire présidentielle. 3 présidents se sont succédés depuis 1960. Avec Senghor, la construction d'un État et d'une nation, le socialisme autogestionnaire cher au président du Conseil Mamadou Dia, avec qui il était en duo au tout début. Avec Diouf, la continuité marquée d'une certaine façon au plan économique et social par les programmes d'ajustement structurel. Avec Wade, le libéralisme avec de nombreuses infrastructures et la Guana au plan agricole avec Sall actuellement. Le PSE, plan Sénégal émergent, est un objectif d'autosuffisance en riz. Quelle est votre vision du Sénégal, Khalifa Ababakar? Merci beaucoup Mamoudou. Je voudrais avant de répondre à votre question, rendre quand même hommage. Rappeler aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'il y a un certain nombre de jeunes dans ce pays qu'on veut démocratique. Dans ce pays qu'on veut pays de liberté, il y a des jeunes gens, Bamba Fall, Birakan Ndiaye, Maguette Ba, Abdoulaye Wane, Cheikh Tidiane Sall, Serigne Saliou Mbacké Diop, Amad Diouf, Abdour Mbaye, qui croupissent en prison parce qu'ils ont défendu leurs idées et leurs opinions. C'est le lieu de les poser en modèle, mais surtout de les poser en exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans un pays qu'on veut démocratique ou dans des structures dont on souhaite qu'elles soient démocratiques dans leur fonctionnement. Poser aussi en modèle un autre otage de la liberté, c'est Lamine Diack. Je crois qu'il faut que les Sénégalais se souviennent et n'oublient jamais que Lamine Diack est privé de ses libertés de mouvement et d'expression et qu'il est en otage en France depuis bientôt un an. Vous aurez financé votre campagne en 2009. J'y reviendrai, c'est pas puisque pour... vous me déroutez de ma question. Oui, non, première, je reviendrai à votre question. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que les gens oublient Lamine Diack. Lamine Diack est un seigneur. C'est un homme d'honnêteté, de générosité. C'est un patriote qui s'est dévoué à son pays. Faut que sa mémoire, qu'il reste vivace chez chacun de nous. Vous savez... Il est otage de la justice française. Absolument, et d'un complot international. Ce qui me révolte, Mamoudou, c'est que beaucoup de dirigeants de sport, du sport international,
ont traversé les mêmes péripéties. Aujourd'hui, ils sont chez eux. Pourquoi doit-on laisser Lamine Diack rester en France? Pourquoi vous dites on? Vous pensez que l'État du Sénégal... Je parle pas de l'État, je parle de tous les Sénégalais. Parce que même si l'État devait agir, il a besoin d'être accompagné. Aurait-il financé votre campagne en 2009? Je vais répondez à la question parce que c'est important. Non, il n'a pas financé ma campagne. Vous savez, la campagne de 2009, il y a beaucoup de mythes autour de la campagne. Lamine Diack, pour moi, est un modèle. J'ai été élevé par Mamadou Diop, maire de Dakar, et Lamine Diack à Dakar. Ce sont mes modèles. C'est des gens qui m'ont formé, encadré. Quand nous allions en 2009 aux élections locales, je crois que personne n'avait envie d'affronter les responsables d'alors. Nous y sommes allés sans moyens. Et nous nous sommes cotisés. Et nous avons sollicité un certain nombre de personnes. Lamine Diack n'a pas financé. J'ai entendu dire... Oh, il a contribué? Oui. À hauteur de combien? Ah, ça, je ne pourrais pas le dire, toi. Plusieurs millions? Non, pas du tout. Vous savez, les gens se font des films. C'est des chimères. On a avancé un chiffre de 300 millions. 200 millions, ils ont dit. Si j'avais eu 200 millions en 2009, on n'aurait pas mangé autant de cacahuètes et autant marché. Vous avez eu combien? Question de transparence. Pour notre campagne, je crois qu'on n'a pas dépassé 33 millions. Très bien. Les Cheikh Gueye sont là, tout. D'ailleurs, et je rappelle qu'à l'époque, le Benno Siggil Sénégal, qui était notre coalition maire, vous savez combien il nous a donné? 90 000 francs. En 2009, nous avons été obligés, nous-mêmes d'abord, au plan personnel, tous les camarades ensuite, chacun est allé puiser dans cette petite économie pour contribuer à cette campagne. Mais nous nous sommes cotisés et c'est Madame Soar Wardini qui était la trésorière de... Permettez, puisque j'organise cette émission, quelle est votre vision du Sénégal, Khalifa Sall? On vous prête une ambition nationale, présidentielle. Merci beaucoup. Donc je vais revenir à votre question, mais je me devais de faire ce témoignage. Maintenant, vous savez, on me prête beaucoup de choses. Ça signifie au moins que j'ai de quoi proposer aux Sénégalais. Et c'est important. Vous savez, un homme politique, il a une forte ambition de servir son pays, d'être utile à son pays, à quelque niveau que ce soit. La présidence n'est pas quelque chose, un objet ou une posture de fixation. Par contre, comme homme politique, vous y pensez? Moi, j'ai baigné pas du tout. J'y pense pas ni en me rasant, pas du tout. Non, pas du tout, vous n'êtes pas candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est pas ce que j'ai dit. Ah bon? Voilà. Donc vous dites le contraire, vous êtes candidat. Ça, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Vous pourriez être candidat. Ça, c'est ce que vous vouliez que je vous dise. Oui, quelle est votre réponse sur cette question? Non, je répondrai pas à cette question puisque vous m'en avez posé une première avant. Oui. Vous m'avez dit de quel Sénégal je rêve. Oui. Vous savez, du Sénégal. Moi, je suis un socialiste. J'ai pas eu la chance de connaître Senghor amplement comme beaucoup de personnes. J'ai eu une toute petite opportunité de connaître Senghor. D'adhérer à son parti, j'étais très jeune. Sans que je ne sois formaté, que j'ai une conscience politique avérée. J'y avais été parce que cet homme avait pensé construire un Sénégal en passant par ses fondamentaux. Et c'est ça qui nous fait, nous, aujourd'hui, agir. Le Sénégal, on ne peut le reconstruire. Si vous demandez quel Sénégal j'ai envie. Nous avons envie de co-construire la nation en la consolidant. Aujourd'hui, vous le reconnaissez tous, cette nation connaît des fissures. Cette nation connaît quelques soucis de cohésion. Le particularisme commence à émerger. Les contestations de différents ordres existent et sont en sourdine. La réussite de Senghor avait été de construire une nation. Comment faire en sorte que ces fissures, ces soubresauts, ces trémolos du bas qui sont en train de remonter et qui peuvent obérer la cohésion nationale, comment les régler pour que nous puissions avoir une nation plus solide. À quoi faites-vous allusion de manière plus claire? Non, à rien du tout. Je crois que ce que nous vivons, nous avons la crise casamançaise, nous avons beaucoup de petits problèmes qui aujourd'hui, la question religieuse, beaucoup de petits problèmes qui fissurent, ébranlent la nation. Vous savez, la réussite de Senghor par rapport aux autres États, aux autres pays africains, il a d'abord construit cette nation. Faut la reconsolider. Faut vraiment
faire en sorte que cette nation soit reconstruite pour que chacun s'y sente chez lui. La deuxième chose, puisque vous me demandez comment je vais procéder, la deuxième chose, c'est de refonder l'État. Je crois que ce que nous reconnaissons tous à Senghor, c'est qu'on avait un État, c'est-à-dire un État impartial. Un État qui était un creuset, un instrument autour et pour lequel chaque Sénégalais, à quelque niveau qu'il se situait, s'y sentait serviteur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit avec l'évolution de la démocratie dans notre pays? On n'a plus une administration neutre. Aujourd'hui, chaque agent de l'État devrait pouvoir servir l'État sans être obligé d'être inféodé à une formation politique ou d'avoir une protection personnelle. On a une administration politisée. Oui. Aujourd'hui, le vrai problème, qu'est-ce qu'on a, Mamoudou? Les hauts fonctionnaires sont tous obligés d'aller faire la politique. Ils sont tous membres du pape. Vous savez ce que c'est que le pape? Quand vous discutez avec les fonctionnaires, ils disent nous sommes membres du pape, nous sommes militants du parti au pouvoir. Est-ce que les serviteurs de l'État doivent se départir de leur neutralité, de leur patriotisme pour le Sénégal et être obligés d'aller faire la politique pour servir l'État? En tout cas, on rencontre beaucoup de politiciens dans l'administration fiscale sénégalaise aujourd'hui. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, mais moi, je ne parle pas de manière générale. Le problème que je pose, Mahmoudou, c'est qu'il faut recrédibiliser l'État. Il faut permettre à ceux qui le servent, ou comme à ceux qui en jouissent, de pouvoir accéder à tout sans être obligé d'être inféodé à un parti politique, d'être inféodé à que le fonctionnaire, que le magistrat ne soit pas obligé de plaire à sa hiérarchie ou d'être préoccupé par sa carrière. Alors, qu'il soit sûr qu'en âme et conscience, il peut suivre le tableau des avancements sans avoir besoin d'être couvert. Aujourd'hui, le plan Sénégal émergent, est-ce que votre vision est différente du PSE? Oui. Oui, c'est quoi votre vision? Vous savez, moi je suis un socialiste. Il y a deux mamelles auxquelles je tête. Les deux mamelles, c'est la pensée politique de Senghor, mais c'est surtout l'action inachevée de Senghor. Abdou Diouf, digne continuateur de Senghor, a été confronté à la sécheresse, au plan d'ajustement structurel, et c'est au moment où le pays repartait qu'il est parti. Donc on a un goût d'inachevé. Cette pensée de Senghor, qui avait construit son pays autour d'une nation solide, d'un État au service de tout le monde, mais surtout de donner la priorité aux ressources humaines. Vous savez que Senghor, pour lui, le premier produit à développer, à exploiter, à faire émerger, ce sont les ressources humaines du Sénégal. Éducation, formation, santé, culture. Est-ce que vous vous souvenez, Mahmoudou, qu'aujourd'hui, le premier produit d'exportation du Sénégal, ce sont ces ressources humaines? Vous le savez. Vous savez que ce que nous donnent les Sénégalais de l'extérieur équivaut à ce qu'on reçoit de l'extérieur. Et avant, le Sénégal brillait parce qu'il avait une qualité de ressources humaines incomparable dans ce continent. On l'a perdu. Bien sûr, ça c'est la vérité. Je crois que toute la diaspora, tous ceux qui sont ici le savent. Il faut reprendre cela. Vous réclamez l'héritage de Senghor. Ousmane Tanor Dieng, votre secrétaire général, aurait dit exactement la même chose. Et aujourd'hui, il est un des grands alliés du président Macky Sall. Qu'est-ce qui vous différencie? Alors, d'abord, est-ce que je peux terminer là? Oui. Parce que là, vous m'avez coupé. Oui. Alors, donc, les relances sont importantes. Voilà, aussi. Je voudrais que l'État puisse être un État qui serve. Donc, il faut même que la gouvernance de ce pays soit une gouvernance qui soit suffisamment de rassemblement, mais surtout d'apaisement. Il faut une gouvernance apaisée, une nation réconciliée, et aller maintenant vers une politique de développement ou une gouvernance par laquelle d'abord inclusive, participative, qui serve les ressources humaines, qui se construit à partir de nos richesses, de notre richesse nationale, l'agriculture,
que toutes les ressources dont nous disposons, il faut nous valoriser et valoriser ce que nous avons. Pourquoi vous ne parlez pas du pétrole et du gaz? Non, c'est d'actualité. Je vous jure que ce pétrole et du gaz, il faudra en faire abstraction si on veut construire durablement. Ah bon? Oui, le pétrole et le gaz ne seront que des appoints. Vous n'êtes pas un nihiliste? Pas du tout, non, je ne nie pas le pétrole, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que le pétrole et le gaz ne seront que des appoints. Ce ne seront pas le socle de notre politique de développement. Je continue parce que puisque vous m'avez plus ou moins un peu perturbé. Oui. Quand je dois continuer pour reconstruire cet état-là, c'est aussi aller vers une politique agricole. Une politique agricole qui permette, est-ce que tenez-vous bien, Mamoudou, que depuis que Senghor et Diouf sont partis, les aménagements qui ont été faits au nord et au sud n'ont pas bougé. Ce sont les mêmes. Senghor les a fait, Diouf les a rénovés et c'est fini. Alors qu'on dit qu'on veut construire notre développement, on vise l'autosuffisance alimentaire, on vise l'exportation, alors que le minimum, c'est-à-dire les aménagements, ne sont pas réglés. Mais fondamentalement, puisque je suis un socialiste, c'est qu'il faut que la question foncière soit reposée. Est-ce que le foncier doit être au service des multinationales ou est-ce que le foncier doit être au service des agriculteurs professionnalisés, soutenus, accompagnés, subventionnés, aidés par l'État du Sénégal? C'est ça le problème. La deuxième mamelle de mon action et de ce à quoi nous pensons, ce sont les assises nationales, Mamoudou. Il faut jamais... Je pensais qu'elles étaient mortes. Pas du tout, au contraire, nous sommes restés, nous, fidèles à son esprit et à ses conclusions. Il faudra, vous savez, si on veut reconstruire ce pays, les assises nationales ont été une formidable opportunité d'inclusion et de participation. Mais surtout, les propositions qu'elles ont faites restent pertinentes. Et nous sommes des enfants des assises, nous sommes des acteurs des assises, nous avons l'ambition de mettre en œuvre ces conclusions, bien sûr, en les adaptant. C'était en 2007. Pour vous, cela n'a pas été le cas avec le référendum du 20 mars. Pas du tout, loin de là. Très bien. Permettez, je disais qu'Ousmane Tanor Dieng réclame le même héritage senghorien. Aujourd'hui, votre parti est allié du président Macky Sall dans le cadre de Benno et probablement va même être dans une liste commune avec le parti du président Macky Sall. Est-ce que votre vision est différente de celle d'Ousmane Tanor Dieng, votre leader de parti? Alors, merci de me donner l'occasion de permettre à l'opinion de comprendre le problème qu'il y a. Au sein du Parti Socialiste. Avec Ousmane Tanor Dieng, il n'y a pas de problème de doctrine. Nous n'avons pas de divergence de doctrine. Nous n'avons pas de divergence de vision sociétale de ce pays. Nous n'avons pas de problème de programme. Le PS, de ce point de vue, a été en congrès et de manière unanime, au niveau de ses orientations et de ses fondamentaux, a réaffirmé cela. Donc, le problème du PS, c'est pas un problème d'orientation, ni de doctrine, ni de... Non. Khalifa Ababacar Sall, invité du grand jury. Il est stratégique. Oui. Senghor, en 1948, Mahmoudou, était avec Lamine Gueye. Qu'est-ce qui a fait que Senghor s'est séparé de Lamine Gueye? C'est pas pour des ambitions personnelles, c'est pas pour être député. S'il voulait être député, il était déjà député. Oui. Le vrai problème, c'était l'idée qu'on se faisait de ce que devait être le Sénégal. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que le BDS créé, l'UPS qui a exercé le pouvoir, l'UPS et le PS, qui a exercé le pouvoir jusqu'en 2000, nous étions dans l'apprentissage de l'opposition. Nous l'avons fait jusqu'en 2012. Est-ce que nous devons renoncer à ce pourquoi le PS a été créé? Une coalition, les coalitions existent partout, Mahmoudou. On en fait de par le monde, les modèles et les exemples foisonnent. Mais un parti, c'est un parti politique. Le parti ne doit jamais renoncer à aller à la rencontre des citoyens, à la rencontre des populations pour toujours éprouver ses positions, ses propositions, sa vision et son Mais programme. il le fait à travers Benno? Non. Vous êtes contre une liste aujourd'hui avec Benno Bokeyakar? Mais bien sûr. Ah oui. Vous savez bien que le vrai problème avec Benno, vous savez en 2012, ce débat qu'on a aujourd'hui, on l'avait.
tout le Parti socialiste sait que je n'étais pas pour une liste avec Benno en 2012. Tout le monde le sait. J'avais dit, moi, nous avons fait élire Macky. Nous soutenons Macky. Ce que nous voulons, c'est que chacun existe. Macky est un libéral. Moi, je suis un socialiste. Je ne suis pas un libéral. Il est évident que dans le PSE, dans certains de ses choix, je ne me reconnais pas. Vous ne soutenez pas aujourd'hui le président Macky Sall. Laissez-moi terminer. Oui. Ce qui aurait été bien, c'est que avant qu'on ne fasse la coalition, ou même après qu'on l'ait fait, que l'on se mette ensemble et que chacun puisse apporter son idée, ses postures, son programme, pour qu'une synthèse puisse être faite. À ce moment-là, ce qui a été fait devra être porté par tout le monde. Ce qui n'a pas été le cas, c'est ça la vérité. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une addition de formation politique pour faire une... Moi, c'est pas pour ça que je... Vous ne soutenez pas le président Macky Sall et sa politique aujourd'hui? C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai oui, dit, que dites-vous? Bien sûr, moi, j'étais membre... soyez clair. Non, je suis membre du Parti Socialiste, qui est membre du Benno. Mais je ne soutiens pas du tout l'idée d'aller aux élections législatives dans le... Ma question, c'est sur la politique du président Macky Sall. Mais certains... Vous la soutenez ou pas? Non, c'est une question trop simpliste. Elle est très importante. Alors, vous voulez savoir, moi, je suis un militant socialiste qui pense qu'aujourd'hui, que tout ce que fait le gouvernement en place ne m'engage pas. Je ne m'y reconnais pas. Vous allez présenter une liste aux législatives du 30 juillet. La date a été arrêtée par décret. C'est pour ça que nous sommes là, nous vivons ce que nous vivons. C'est évident que nous aurons une liste. Ça c'est un débat dépassé. Comment elle s'appellerait, cette liste? Avec qui? Pour l'instant, avec les camarades. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations. Oui, parce vous avez l'occasion de mettre fin aux spéculations aujourd'hui? Non, pas du tout. Ce ne sera pas ici que je le ferai. Ah oui? Alors oui, je vais être clair. Non, parce nous sommes en pleine réflexion. Nous sommes en train de réfléchir avec les camarades. Nous sommes en train de réfléchir avec les amis pour construire un projet. Parce que la politique, vous savez, si nous voulons aller à des élections pour être des députés autres, c'était pas la peine de vivre autant d'épreuves. C'est pas pour être député, avoir des postes. Pas du tout. Nous sommes des socialistes. Nous sommes porteurs d'un projet de société. Nous sommes en train d'élaborer un programme à soumettre aux Sénégalais. Mais ça, nous ne pouvons pas le faire en restant dans Benno Bokk Yakaar. Le problème que nous avons dans ce pays, c'est que si on avait laissé chacun aller se peser et faire la coalition, les gens se retrouveraient, on n'aurait pas d'addition. Mais on aurait une synthèse de projets, de programmes et de visions pour aller ensemble. Quand vous dites nous, on peut y mettre Aïssata Tall Sall. Il se murmure que vous seriez en discussion avec le grand parti de Malick Gakou. On vous prête même l'intention de vous allier avec le PDS. On me prête tellement de choses. Oui, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Non, c'est pas parce qu'on me prête des choses que je dois déflorer ce que je suis en train de faire. Nous sommes en train de discuter. Nous discutons avec tous ceux qui pensent que cette démocratie a besoin d'être plurielle. Avec Aïssata Tall Sall? Vous savez, nous discutons avec tous ceux qui pensent que cette démocratie doit être plurielle. Vous savez, pour des questions diplomatiques, je ne citerai pas un pays. Mais une démocratie, elle est vivante. Elle est contradictoire. Les populations doivent toujours avoir le choix. Il faut permettre aux populations de choisir et de décider. Ces consensus mous-là, il faut s'en départir. Quand nous proposons, quand nous allons à des élections, nous n'avons pas peur de les perdre, mais nous y allons pour les gagner. C'est-à-dire que ce qui nous importe... Vous voulez imposer la cohabitation aux prochaines législatives? Ah, si on le pouvait, oui. Mais pour l'instant, nous nous en donnerons les moyens. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est-à-dire, vous anticipez, vous allez plus vite que moi. Et ma musique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est la raison d'être du grand jury. Oui. On est en train de formuler un projet, un programme, adossé au projet politique de Senghor et aux conclusions des assises. On ne refait pas la roue. Nous sommes porteurs du projet, nous endossons, nous portons les conclusions des assises nationales. Dans ces assises, il est question de reformuler l'État, de le refonder, il est question de rendre plus cohérente et de refaire la cohésion de la nation. Il est surtout question d'un projet politique et d'un programme économique. C'est ça que nous portons.
C'est ça que nous revendiquons. C'est pas un problème de Khalifa Sall, c'est pas un problème de personne, encore une fois. Est-ce faux que vous discutez avec le grand parti de Gakou et le PDS d'Abdoulaye Wade? Vous savez bien que je ne répondrai pas à cette question. Vous le savez. Alors, continuons. Vous allez aux législatives, c'est le 30 juillet. Avez-vous une réserve par rapport à la date fixée par le président Macky Sall? Il est vrai que, au plan des textes, nous nous interrogeons parce que la loi est claire, je crois que c'est, je me souviens plus des 2 articles, mais 2 dispositions existent relativement au délai. Le premier, c'est que un nombre de jours a été fixé, au terme duquel le mandat de l'Assemblée nationale se termine. Normalement, c'était le 30 juin. Mais il y a une virgule, et nous parlons français. Donc 2 conditions se juxtaposent. Le délai en termes de durée et la position politique en termes de entrée en vigueur de la nouvelle Assemblée. C'est-à-dire, il y est dit que le pouvoir de l'Assemblée se termine à l'occasion de l'installation de la nouvelle Assemblée. Oui. C'est-à-dire, c'est l'installation de la nouvelle Assemblée qui met fin au pouvoir de l'ancienne. Mais, il y a un autre point de droit qui se pose, puisque le 30 juillet, on risque d'avoir le mandat de l'Assemblée, ce sera terminé, quand on voit le premier paragraphe. La deuxième difficulté qu'on a, c'est que le Conseil constitutionnel, pour le référendum, a donné un avis. Un avis selon lequel on ne peut plus toucher à la durée des mandats des institutions. Maintenant, chacun va interpréter, Mamoudou, c'est là où c'est intéressant. Oui. Et tout ça pour aboutir à quelle conclusion par rapport à la date du 30 juillet? Pourquoi? Oui. Parce que certains vont dire que le Conseil avait décidé. Ceux qui ont dit que le Conseil avait décidé, ceux-là devront se conformer à cette décision du Conseil. Il y a des risques avec la date du 30 juillet que le mandat de l'Assemblée expire. Absolument, et que on risque d'être dans une prorogation de fait. Qu'est-ce que vous préconisez? De s'en tenir au texte. C'est-à-dire? De faire en sorte que les élections aient lieu avant le 30. Le 2 juillet, par exemple, c'était la date initiale. Vous savez, ces discussions... Mais on a parlé d'une coïncidence avec le Ramadan. Oui, mais le Ramadan, vous savez, beaucoup de choses se passent tellement au Ramadan. On peut faire la campagne pendant le Ramadan. Où est le problème? Le 30 juillet, certaines régions du Sénégal auront commencé à être au champ. Vous le savez, nous le savons. Il sera difficile de mobiliser les gens, etc. Moi, je suis pour le respect des textes. Qu'on s'en tienne aux textes. L'autre problème qu'il va y avoir, c'est le fichier Mamoudou. Le fichier. Oui. Un faux débat s'est déroulé, s'est tenu après le référendum concernant ce qu'on appelle le stock mort. Ce que les gens oublient toujours ou font semblant d'oublier, puisque personne ne l'oublie, c'est tous des experts, c'est que le vote n'est pas obligatoire au Sénégal. Donc qu'on ait 5 millions d'inscrits et qu'on ait 1 million de votants est tout à fait légal et normal. Mais sauf qu'ici on parle de 2 500 000 citoyens à élaguer. Justement, et c'est ça qui sera une violation de leur liberté. Parce que tous ces citoyens ne sont pas morts, ils n'ont pas disparu. Le vote n'étant pas obligatoire, les gens peuvent s'inscrire et ne pas aller au vote. Ce stock mort est un faux problème, c'est un faux débat. Si le vote était obligatoire, oui, on aurait dit il faut que le fichier puisse se rapprocher à la réalité démographique. Mais le vote n'est pas obligatoire, c'est-à-dire on peut avoir 5 millions d'inscrits Mamoudou et avoir 1 million de votants. Les Sénégalais peuvent parfois ne pas se sentir obligés d'aller voter compte tenu du contexte, de la nature du scrutin, des enjeux, etc. Est-ce que vous pensez comme Manko qu'il y a une fraude électorale qui se prépare par le pouvoir? C'est assez douteux. Je suis à l'intérieur du pays. Le spectacle que j'y vois n'inspire pas confiance et ne suscite pas d'espoir. Parce que les gens n'arrivent pas à s'inscrire. Les machines promises sont là-bas, mais aujourd'hui, aller dans les gros centres, etc., vous avez des villages, des sièges qui n'ont pas de machines. Les gens viennent à 5 heures du matin, les machines les plus performantes presque 200. Les autres sont entre 60 à 100.
On veut nous dire, et c'est la deuxième chose qu'il faut dénoncer, que quand on aura 4 millions, on ira aux élections. Sur quelle base on peut le décider? On ne peut pas nous imposer ça. 4 millions là, c'est un mauvais chiffre. Est-ce que le ministre... Tout Sénégalais qui voudra s'inscrire devra bénéficier des conditions pour s'inscrire. Nous dire 4 millions, on a 4 millions, on va aux élections, on le contestera. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, est qualifié ou disqualifié pour organiser les prochaines élections? Je n'ai faire son travail. Oui, mais parallèlement au règlement politique. Oui, mais non? Attends, la politique, vous savez quelle va être la difficulté de la politique? Oui. C'est que quand le débat va avoir lieu, il faudra discuter des causes de cette situation. Les causes de cette situation, c'est une interprétation divergente des dispositions statutaires et réglementaires du parti. Ça, comment le magistrat lui va nous départager? Votre dossier, Barthélémy Diaz, en procès dans l'affaire de la mort de Diado Diouf, verdict le 16 février prochain. Il pourrait être condamné comme innocenté. Il fait partie d'un incident en défense de une mort d'homme. À l'époque, vous avez accusé le PNF pour une politique d'abord. Vous savez, ce que vous ne relevez pas est extrêmement mauvais. C'est que vous vous rendez compte que toutes ces actions-là concernent des jeunes et des femmes, parce qu'on menace de lever l'immunité parlementaire d'Aminata Diallo. Il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est-à-dire ces femmes et ces jeunes et ces responsables, nous sommes tous très proches. Que ce soit les Bambas, que ce soit Bart, c'est la même chose. Barthélémy, cette affaire s'est passée en décembre 2011. Oui. En décembre 2011, on la ressuscite en mars 2017. Et on nous dit qu'il faut que la justice fasse son travail. Oui, comme l'affaire. Les faits restent les faits. Donc, on ne le nie pas, mais pourquoi les faits ne sont pas effacés? Il y a une formule pour retrouver tout à l'heure. Je sais ce que le gros problème. Pourquoi attendre 6 ans que les positions politiques de Barthélémy, ses propos, son comportement évoluent pour pouvoir le juger maintenant? Bon, la justice... non, c'est pas un problème de justice. Non. Vous pensez que la justice est politisée? C'est pas ce que je dis. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le soubassement politique est avéré. Vous savez, les dossiers de Bamba Fall, il y a un terme que j'ai appris au tribunal, on dit c'est un dossier signalé. J'ai dit, mais expliquez-moi, c'est quoi un dossier signalé? On me dit qu'un dossier signalé, c'est un dossier sensible, etc. J'ai dit sensible, pourquoi? Et les gens refusent de me donner des explications, mais j'ai compris. Donc que ce soit le dossier de Bamba, Bora et les autres, que ce soit la levée de l'immunité majoritaire de Aminata Diallo, que ce soit la réactivation du procès de Bart, tout ça est politique. Maintenant, je n'excuse pas la violence. Encore une fois, je le dis, je le répète. Mais les coïncidences sont troublantes. Pour en revenir au parti socialiste, vous savez... Oui, mais permettez juste question de Noumé Diouf, c'est des internautes. Vu la tension actuelle au sein du PS et l'ambition expressive du secrétaire général du parti, c'est-à-dire M. Ousmane Tanor Dieng, à fondre votre formation dans la coalition Benno Bokk Yakaar, seriez-vous prêt à suivre Tanor ou bien sortir du parti et créer votre formation? Alors, je voudrais d'abord continuer un peu dans la en parlant du père. Vous savez, sortir du père, c'est pas courageux. Moi, je suis venu le temps du temps, je ne démissionnerai pas. Salut. On pourrait vous exclure? Oui, mais ça c'est autre chose. Moi, je ne démissionnerai jamais du parti. Mais ce que je veux dire, quand les gens parlent d'audace, de courage, vous savez, aujourd'hui les gens lisent les événements seront des grilles différentes de la vie. Beaucoup de gens disent que vous manquez de courage. Oui, mais ça me fait sourire, parce que vous savez pourquoi. Ce n'est pas pour eux. Ils demandent un second tour. Par contre, les gens ont des difficultés parce que ils lisent les choses par rapport à leur grille de lecture. Pour eux, nos devanciers qui avaient eu des problèmes dans le parti avaient quitté, ils avaient quitté. Ils avaient créé des nouveaux partis. Donc ce n'est pas ni mon ambition ni mes intentions. Moi je reste dans le parti. J'affronte le parti, je me bats dans le parti. Parce que ce parti, depuis 2007,
depuis le congrès de 2007, a renoncé au centralisme démocratique pour introduire la démocratie interne et la promouvoir. Donc donner droit au débat. Est-ce que vous savez que dans le parti, on peut même créer maintenant des courants? Si on l'avait eu en 96, Djiboka n'aurait jamais quitté le parti. Parce que on peut créer un courant dans le parti. L'exercice du pouvoir se passe à la base. Donc un militant n'a pas besoin de quitter son parti pour aller mener un combat. Donc votre posture, c'est un courant aujourd'hui au sein du Parti socialiste? Pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que très bien, depuis 2007, le parti permet l'existence de courants, ce qui n'était pas le cas en 1996. Deuxièmement, oui, rapidement, il reste 10 minutes, j'aimerais parler de la ville de Dakar. D'accord. Oui. Je veux dire que le parti aujourd'hui, vous savez, on sort d'un congrès en 2014. Normalement, nous devons préparer le prochain congrès en 2018. 2018, nous devons aller en congrès parce que le mandat du bureau politique, tous les mandats s'achèvent. Que ce soit les coordinations, les sections, tout s'achève en 2018. Oui, mais les coordinations ont décidé d'aller aux législatives dans le cadre de Benno, la majorité. Ça me fait sourire. C'est ce que votre parti a dit, ça, la direction de votre parti. Ça me fait sourire, mais ça c'est un débat. Vous le contestez, c'est un débat. Non, c'est un débat que je tiens dans mon parti. Vous savez, Kendo Ersabot. Donc, s'il y a certaines situations, moi, je suis le secrétaire politique du parti. Si j'ai des éléments à faire valoir, je le fais selon les procédures et les règles. Vous contestez les chiffres? C'est notre problème. Très bien. Voilà. Donc je veux répondre à ces deux-là. Je ne quitterai pas le parti. Nous ne serons pas dans une liste avec Benno Bokk Yakaar. Très bien. C'est clair? C'est clair. Voilà. La ville de Dakar, El Hadj Mamadou Moussa Ba me permet d'aborder ce sujet. Il dit, on vous a beaucoup plus senti durant votre premier mandat que celui qui est en cours. Pourquoi cette régression? Cela ne va-t-il pas vous porter préjudice en vue des prochaines élections présidentielles? Il le précise. C'est un homme gentil. Non, il faut qu'il contextualise. Avant l'acte 3, la ville de Dakar était configurée de manière à ce que le maire de la ville, qui coordonnait l'action des communes et autres, pouvait agir de manière plus globale et plus générale et plus active, avec un contexte politique clair, avec des moyens déterminés. Avec l'acte 3, aujourd'hui, pour des raisons que tout le monde connaît, c'est pas la peine de revenir dessus, la ville a été déstructurée. Les communes sont des communes de plein exercice. Les moyens ont donc évolué de cette nature-là. La ville a été obligée de se recentrer sur les compétences qui lui sont dévolues par la. Vous avez quand même voté un budget de près de 67 milliards de francs. Oui, mais il faut savoir... 66 milliards 673 millions. Mahmoudou, on n'a pas 66 milliards. Il n'y a pas 66 milliards à la ville. Il faut que vous compreniez. J'ai toujours expliqué, et depuis 2009 je l'explique. Avant 2013, les ressources propres de la ville n'ont jamais dépassé 26-27 milliards. C'est ça que impôts, taxes, tout nous procure comme moyen. C'est 26-27 milliards. Tous les moyens additionnels que nous avons à la ville, c'est des moyens que nous avons été cherchés et que nous avons dédiés à l'investissement. À partir de 2013, sur les 26 milliards de ressources qui étaient dédiées à la ville, environ 9 milliards sont partis aux communes avec d'autres ressources que nous avons. Aujourd'hui, le budget de la ville, quand on prend les ressources propres de la ville, ressources intrinsèques, nous ne pouvons pas dépasser 22 milliards, 20 milliards, 19 milliards. C'est ça. Votre budget est fictif? Non, pas du tout, je vais vous expliquer. Oui, allez-y très vite. Entre les ressources, les taxes, et maintenant ce que nous amenons par ailleurs, les dons, les prêts bancaires, c'est ça qui accroît le budget de la ville. Mais pour ce budget-ci, et depuis 2 ans, pourquoi les budgets sont à 66 milliards? C'est que l'État nous impose de manière comptable à inscrire dans notre budget la contrepartie de l'investissement. C'est-à-dire, en vérité, le budget réel de la ville, c'est 45 milliards, 46 milliards. C'est le budget réel. On a mis 19 milliards et quelques en écriture comptable
parce que quand vous faites l'engagement de l'investissement, il y a un double engagement. Le percepteur a besoin d'avoir la dépense, la prévision en dépenses et en recettes. Donc c'est comme si 19 milliards ou 20 milliards sont fictifs. Mais c'est des écritures comptables. C'est ça qui amène le budget à 60 millions. En tout cas, oui. La ville n'a pas 60 millions. Budget voté à 66 milliards, 673 millions. Il est étonnant quand même de voir que vous affectez 40 milliards 880 millions au fonctionnement et seulement 25 milliards 700 aux investissements. Oui, on comprend maintenant pourquoi vous n'arrivez pas à faire la place de l'indépendance, à l'aménager. Au lieu de vous en prendre au gouvernement. Ça n'a rien à voir. Oui. Ou vous le faites exprès, ou vous voulez que je réponde. C'est une question. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, d'abord, je veux que vous compreniez. Il n'y a pas dans la nomenclature budgétaire des mairies, et nous le demandons depuis 20 ans, il y a des dépenses d'investissement qui sont cataloguées dépenses de fonctionnement. Donc c'est pourquoi il faut savoir lire le budget de la ville. Beaucoup de dépenses d'investissement de fonctionnement sont en réalité des dépenses d'investissement. Deuxièmement, quand vous parlez de la place de l'Indépendance, ça n'a rien à voir. Pourquoi vous n'arrivez pas à réaliser l'aménagement de la place de l'Indépendance? Je l'ai expliqué, réexpliqué, il y a des problèmes techniques. Le maire du plateau se bat comme un beau diable parce que c'est à lui qu'on a confié le projet. Il a tout terminé. Aujourd'hui, dans le sous-sol de la place de l'Indépendance, tous les réseaux des sociétés concessionnaires y sont. Et certains de ces réseaux sont un obstacle à la construction du parking souterrain. Si nous avions René Jean Paul, on aurait fait ça. Aujourd'hui, le maire du plateau a déjà écrit à tous les concessionnaires. Il a tenu des réunions, ça dit. Mais l'argent, lui, on l'a. Je dis que depuis, je l'ai dit au conseil municipal, pour nous, rien que pour la ville, nous avions déjà mis 2,5 milliards blocs. Sur un total de 4 milliards? Oui, pour l'investissement. Non. Et puis ensuite, on avait sollicité un prêt. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. Vous dites que vos projets sont bloqués. Vous le maintenez aujourd'hui? C'est différent. Vous savez de quel projet je parle? Oui. Les gazons synthétiques. Nous devions mettre 19 gazons synthétiques dans 19 terrains communaux. Ce gazon synthétique a fait l'objet d'un marché. Aujourd'hui que l'ARNT et la DCMP ont posé modèle pour le Sénégal. Nous avions une banque que je nommerai comme partenaire. Le conseil municipal a tout validé. Nous avons signé les termes sheets. Quand la banque s'est réunie ici, on a eu le go. Quand elle devait se réunir ailleurs, il y a eu des interventions. Ne me faites pas parler. Non. C'est pas il important. A bloqué. C'est pas important. Mais ceux qui m'entendent savent de quoi je parle. Oui, mais dites-le, parce que vous avez été élu par les Dakarois, ils aimeraient savoir la vérité. Je suis un responsable, il y a des niveaux de débat auxquels je me mets. À quel niveau cela a été bloqué? Au niveau gouvernemental? Est-ce que c'est au niveau gouvernemental? On continue, vous savez bien que c'est pas moi qui bloque. C'est à quel niveau alors? Alors on continue, on m'avait dit qu'on a... Les Dakarois vous écoutent, on verra s'ils sont satisfaits de vos réponses. Non, ils savent de quoi je parle. Et vous dites que vous êtes aujourd'hui à regretter, Wade. Ah, je sais que cette phrase a fait tilt. Elle a fait beaucoup mal. Vous savez, Wade, on ne s'entendait pas. Tout le monde le sait. On ne s'entendait pas. La preuve, Wade m'a enlevé les ordures. Wade a menacé de me mettre en prison. Mais Wade avait l'intelligence du chef. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez des divergences, quand vous vous battez sur un dossier, il avait l'intelligence de vous appeler, de discuter avec vous. Que diriez-vous du président Macky Sall? Je ne comprends pas. Moi, j'ai parlé de Wade. Wade, en tout cas, on ne s'entendait pas et il m'a fait autant de problèmes que maintenant. Mais il avait l'intelligence d'abord de discuter avec moi de toutes nos différences, mais surtout Mahmoudou. Avec Wade, vous savez le projet du tramway de Dakar. Vous savez que nous avions prévu 3 investissements, Pierre Goudiaby m'entend, 4 investissements structurants à Dakar avec l'État du Sénégal. Donc Wade avait l'ambition de travailler avec la ville, comme ça se fait naturellement dans tous les pays du monde où l'État et la ville s'associent pour mener des investissements. Au point de le regretter aujourd'hui et de s'allier avec le PDS aux prochaines législatives. J'ai dit je commence à regretter, je parle français. Oui. Maintenant, m'allier au PDS, vous savez, vous revenez sur une question à laquelle j'ai refusé de répondre. C'est ouvert alors. Ce n'est pas faux de dire que vous cherchez à vous allier avec le PDS. Vous savez, nous on va à des élections, on est en train de réfléchir et de nous organiser. Tout est ouvert.
Abdoulaye Kane Ekon vous pose cette question. Avec cette crise au PS, avez-vous discuté avec le président Abdou Diouf? À quand remonte votre dernier entretien avec le président Diouf? Le président Diouf est mon oncle. Il est là à Dakar. C'est mon oncle. Ouais. Je lui dois beaucoup. Si quelqu'un m'a fait confiance très tôt, dans toutes les fonctions que j'ai occupées, c'est le président Diouf. C'est quelqu'un pour qui j'ai admiration, affection et respect. Et c'est vrai que je discute régulièrement avec lui. Sur cette Même question, aujourd'hui? Sur cette question-là. Il ne vous pousse pas dans les bras du président Macky Sall? Non, ne lui prêtez pas des intentions ou des actes qui... Pourtant, Ousmane Tanor Dieng, votre secrétaire général de parti, a dit récemment s'il est en alliance si forte avec le président Macky Sall, c'est parce que le président Diouf le lui a demandé. Ah oui, c'est lui. Cela ne vous engage pas? Non, le président... Non, vous avez posé mal votre question. Ah, il est très bien posé. Non, pas du tout. Cela vous engage ou pas? Non. Ce que le secrétaire général du parti a dit engage le secrétaire général. Moi, le président Diouf ne me l'a pas dit. Il ne me l'a pas demandé. Donc je peux parler pour moi, je ne peux pas parler pour un autre. Khalifa Sall, en 2019, est-ce que vous serez candidat? C'est 2019. Je reviens sur c'est 2019, on a encore 24 mois. Allons aux législatives d'abord, on appréciera. Vous ne l'excluez pas? Par contre, le PS aura un candidat. Un socialiste sera candidat en 2019, Inch'Allah. Merci Khalifa Babacar Sall, maire de Dakar et membre de la direction du Parti Socialiste, invité du grand jury ce dimanche. À la technique, Vincent Diop, Abdoulaye Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Cette émission, vous pourriez peut-être la regarder un jour sur les nouveaux produits de TFM. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.